Jean-Pierre, qu'est-ce que cette découverte a apporté dans le domaine scientifique? Alors, ce domaine scientifique, ça a apporté une propriété essentielle basée sur le temps, une propriété du temps, qui a été révélée par toute une mécanique qui concerne le système planétaire. La justification de cette propriété scientifique m'a demandé d'étudier l'astrophysique. C'est par l'astrophysique que j'ai pu vérifier cette théorie qui a donc amené à la découverte d'une propriété essentielle concernant le temps. Le temps, on croit le connaître, vous croyez savoir ce que c'est totalement différent de ce qu'on imagine. Et cette propriété essentielle qui modifie notre vie. Et cette théorie, elle a aussi permis d'apporter un éclairage au niveau du calcul de la vitesse de la lumière, parce que jusqu'alors, on avait constaté la vitesse de la lumière, mais aucune théorie n'avait permis d'établir et de démontrer cette vitesse. Oui, c'est-à-dire cette vitesse est une curieuse vitesse. Comme je dis souvent, elle a le goût de la vitesse, elle a l'odeur de la vitesse, mais ce n'est pas une vitesse. Elle a été introduite par le célèbre Einstein dans les équations sous forme d'une vitesse. Le carré d'une vitesse, elle en est fait la dimension du carré d'une vitesse. Mais pour bien comprendre que ce n'est pas une vitesse, on pourrait donner un exemple. Par exemple avec un train. Si vous êtes dans un train qui roule à 100 km/h et que vous avancez dans le train vers l'avant en courant à 10 km/h, vous êtes à 110 km/h par rapport à quelqu'un qui serait dans le paysage. Si vous courez vers l'arrière du train, qui va toujours à 100 km/h, et que vous courez à 10 km/h, vous avez une vitesse de 90 km/h. Voilà ce que c'est qu'une vitesse. Tout le monde connaît ça. Maintenant, si je suis une lumière, à ce moment-là, cette loi n'est pas faite pour moi, car la lumière va toujours à l'observateur à la même vitesse. La lumière est indépendante de la vitesse de la source et de la vitesse de celui qui observe. Vous voyez bien que ce n'est pas une vitesse. Ça n'a rien à voir avec une vitesse, puisque une vitesse dépend de l'observateur, dépend de la source de l'observation. Donc ça, la théorie permet de démontrer et de calculer cette vitesse. Voilà, en fait c'est une vitesse de perception du temps présent qui a été calculée pour la première fois donc, par la théorie du dédoublement. Vous percevez l'information du présent grâce à cette vitesse. Et heureusement pour nous, tout le monde perçoit cette vitesse en même temps. Si nous ne percevions pas l'information en même temps, nous aurions tous des instants présents différents. Pour vivre dans la même réalité présente, il faut que l'information nous parvienne en même temps. Et de ce fait, la lumière est donc indépendante, la vitesse de la lumière est indépendante de sa source et de l'observateur, c'est-à-dire de nous. Nous observons tous en même temps le même instant présent, avec la même information. Alors cette loi que vous avez mise en évidence, est-ce que c'est une loi qui est planétaire, elle est universelle, on la vérifie partout? On la vérifie absolument dans tout le système, que ce soit dans la galaxie, que ce soit dans notre système solaire, toutes les étoiles subissent la même loi. La loi du dédoublement concerne l'univers entier. Il n'y a personne qui y échappe. Même les idiots sont dédoublés. Tout le monde est dédoublé dans l'univers. Les particules, tout, les galaxies. Nous n'échappons pas à ce dédoublement. Oui, à ce sujet-là, vous parliez des galaxies, je fais une petite digression, mais vous avez fait l'objet de publications il n'y a pas très longtemps, parce que vous avez apporté, vous avez proposé à la communauté scientifique, vous avez dit il y a d'énormes planètes qui vont entrer dans notre système solaire. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'il y a ce qu'on a appelé par la suite les planétoïdes, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui sont intervenus, ça date de... les premières apparitions, ça, 5-6 ans, c'est ça? Oui, à peu près. C'est-à-dire que la théorie prévoyait l'arrivée de planétoïdes qui est liée à un cycle de dédoublement du temps. Évidemment, sur le moment, la publication n'a rien révélé d'important, puisque l'observation n'était pas encore là. Et c'est quand l'observation de ces planètes est arrivée, à peu près au début du siècle, oui, il y a 5-6 ans à peu près, que cette théorie est devenue importante, puisqu'elle prévoyait l'arrivée de ces énormes cailloux qui sont quand même aussi gros que la Lune, en moyenne. Il y en a une dizaine pour l'instant. Le dernier, les astrophysiciens ne savent pas comment l'appeler, alors ils l'ont appelé du nom de la déesse de la discorde, en grec, Némis,
puisqu'on ne sait plus si c'est une planète ou si c'est un planétoïde. Ce dédoublement du temps, on entend bien les mots, mais au fond, qu'est-ce que ça signifie? Ce dédoublement du temps est très important puisqu'il entraîne notre vie au quotidien. C'est ça l'important. L'important de voir que le temps que vous percevez, vous le croyez continu. Et en effet, il l'est. Le temps est continu dans le sens que ces deux mouvements d'espace qui définissent un temps. La Terre tourne autour du Soleil, vous n'allez pas arrêter le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est parfaitement continu. Donc le temps est continu. Mais vous ne le percevez pas de façon continue. Il y a des instants que vous ne percevez pas. Entre deux instants perceptibles, il y a toujours un instant imperceptible que j'ai appelé ouverture temporelle. En anglais, c'est plus joli, puisque c'est des openings. Temporal opening, c'est assez joli. Il y a aussi time gate, mais ça fait un peu trop Stargate, donc c'est plutôt à éviter. Ces ouvertures temporelles, ce sont des instants imperceptibles que vous utilisez sans le savoir. On peut donner une image par l'éclairage que nous avons ici. C'est un éclairage qui s'éteint et qui s'allume 50 fois par seconde. Vous ne voyez que la lumière. Mais si vous étiez capable de voir le noir et pas la lumière, vous verriez la même réalité dans le noir. Mais pas en même temps que ceux qui voient cette réalité dans la lumière. Donc il est possible de voir la même réalité en même temps, mais pas simultanément. Donc des ouvertures temporelles imperceptibles, imaginez qu'on puisse le percevoir, à ce moment-là, vous auriez une autre vision de la réalité. Est-ce que vous pouvez nous situer donc le présent, qu'est-ce que le présent par rapport au futur? Oui, alors dédoublement du temps, c'est justement pour avoir passé, présent, futur. Mais pas du tout le passé que vous imaginez, ni le futur que vous imaginez. Si j'arrive à percevoir l'imperceptible, donc ces fameuses ouvertures temporelles, et si j'arrive à accélérer le temps dans ces ouvertures temporelles, de ce fait, je bénéficierai de milliards de secondes dans un temps imperceptible. Imaginez ça. Que je puisse faire des longues expériences dans ces ouvertures temporelles, sans même le savoir, puisque c'est pendant un instant imperceptible. J'obtiendrai quand même une longue analyse et j'aurai la synthèse dans mon temps à moi, c'est-à-dire instantanément. Donc si je peux utiliser ces ouvertures temporelles, accélérer le temps, y faire des observations, j'en fais une longue analyse et dans mon temps présent, j'en ai qu'un instinct, une synthèse, une intuition. Alors, pour qu'on comprenne bien, dans notre temps présent, imaginons qu'on ait une seconde qui représente dans un futur des milliards de secondes, voire des jours, des semaines, des mois. Donc, on aurait la possibilité, à partir du moment où on a une idée, on se pose une question, d'en explorer les futurs possibles, mais ce temps d'expérimentation, on n'en garde pas la mémoire, on ne garde que la synthèse. Et c'est ce qui fait, c'est ça qui explique nos intuitions, mais aussi nos instincts, et les instincts chez les animaux. Exactement. Et cette théorie permet de définir de façon tout à fait rigoureuse l'instinct et l'intuition. Nous posons une question, parce que nous subissons une agression par exemple, nous avons besoin d'une réponse instantanée. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. Et bien pourtant, nous prenons le temps de la réflexion en allant dans une ouverture temporelle. Nous voyons ce que nous pouvons faire, nous prenons le temps de savoir ce que nous allons faire. Nous revenons, mais nous revenons, c'est instantané, puisque nous sommes partis et revenus dans le même temps, dans un temps imperceptible. De ce fait, je sais ce que je dois faire, et l'agression, pour moi, j'y réponds par un instinct de survie. Et je peux avoir en même temps des intuitions qui sont dans le même sens. Par exemple, les intuitions des animaux, vous citiez l'exemple du tsunami en Asie, effectivement, les éléphants sont partis avant, enfin, c'est duplicable à l'infini, il y a de nombreux exemples, mais il n'y a pas un animal qui a été victime de ce tsunami. Oui, les animaux sont capables de cette anticipation par l'instinct. La phrase classique, les rats quittent le navire, ça vient d'un bateau anglais qui, on s'est aperçu que les rats quittaient le navire au port, et ces bateaux sont partis prendre le large, et 2 jours après ont coulé. Donc les rats ont quitté le navire 2 jours avant que le bateau coule. C'est donc un bon instinct de survie, et c'est depuis cette époque-là qu'on dit les rats quittent le navire.
Nous ne savons pas. Le tsunami en question dont vous parlez, tous les rats sont partis. On n'a pas trouvé de cadavres de rats. On a trouvé des cadavres de touristes, mais très peu de rats. Même pas du tout, je crois. Alors, on voit bien, donc, par rapport à notre temps présent, un futur que l'on peut explorer, en fait, sans le savoir. Il nous ramène simplement des instincts et des intuitions. Mais alors, que dire du passé? Oui, alors si vous imaginez que nous sommes capables de vivre en utilisant des temps imperceptibles qui nous fabriquent un potentiel. Ce que nous fabriquons dans ces ouvertures temporelles ne sont que des potentiels. Qu'est-ce qu'un potentiel? Par exemple, vous prenez le potentiel électrique. Vous savez qu'en France, on marche sur du 220 volts, c'est un potentiel. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous branchez simplement et vous voyez que vos appareils électriques marchent. Mais celui qui vous fabrique le potentiel, vous l'ignorez totalement. Vous ne savez pas d'où vient votre potentiel. Ce qui compte pour vous, c'est simplement de vous brancher. Les ouvertures temporelles, c'est pareil. Vous utilisez ces ouvertures temporelles dans lesquelles vous bâtissez, vous fabriquez un potentiel sans le savoir. C'est là l'ennui, c'est qu'on ne le sait pas. Alors il est bon de savoir qu'on se fabrique le potentiel. Ensuite, on va se brancher sur ce potentiel. C'est donc un futur sur lequel on se branche. Comme on ne sait pas comment ça marche, généralement, on n'arrive pas à faire du 220 volts. On se fabrique du 1000 volts, et on explose, ou du 10 volts, et on est déprimé. Mais on ne sait pas comment fabriquer son 220 volts, parce qu'on n'imagine pas que l'on crée son potentiel à chaque instant. Alors, ça veut dire qu'à chaque instant, on se crée un futur dans ces ouvertures temporelles. Donc, notre temps est un temps présent, on perçoit le temps à chaque instant, c'est notre présent, et ce présent est fait simplement d'une actualisation d'un futur qu'on va créer à l'avance. On se crée un potentiel futur dans un autre temps, qui est un temps accéléré, et on actualise dans notre temps à nous, qui est un temps normal, notre présent. Alors maintenant, on doit imaginer, selon la même loi, qu'il existe un temps ralenti, que dans ce temps ralenti, il y a des ouvertures temporelles, et que nous sommes simplement en train de fabriquer le potentiel de ce temps ralenti. Notre vie fabriquerait le futur d'un autre temps. Nous serions simplement en train de fabriquer un potentiel. Vous avez une expression qui résumait ça bien. Vous expliquez que notre présent est là, et la réponse d'un passé dans lequel nous aurions été pensés, et que le futur est pour nous la possibilité de travailler au mieux ce présent. Moi je l'explique pas très bien, mais vous allez nous expliquer ça mieux. Si nous avons la possibilité de vivre à la fois dans le temps présent et dans le futur par les ouvertures temporelles de notre temps présent. Imaginons maintenant que nous puissions également vivre dans ce qu'on pourrait appeler notre passé, puisque ce passé, ça serait simplement un présent où il y aurait des ouvertures temporelles et nous serions dans un temps accéléré de ce temps ralenti. Nous serions en train donc de faire le futur d'une réalité présente. On peut dire aussi que si nous sommes le futur d'une réalité présente, cette réalité présente est pour nous un passé dans lequel des questions se posent et nous sommes simplement en train de répondre à ces questions. Comment? Nous avons des envies, des souhaits, des désirs, des pensées qui nous viendraient de questions posées dans ce passé. Mais ces questions se posent en même temps que notre vie actuelle. C'est-à-dire ce passé est simultané de notre présent. Et dans notre présent, à notre tour, en répondant à ces questions, nous fabriquons un futur, un potentiel. Donc on aurait la possibilité de vivre à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. En ayant une question posée dans le passé, nous y répondons dans notre vie actuelle et nous forgeons un potentiel qui doit correspondre à la question. On aurait donc la solution à notre question et nous serions simplement l'intermédiaire entre notre question et notre réponse. L'intérêt, vous allez me dire, quel est l'intérêt de cela? C'est que nous perdons du temps à répondre à une question, le futur va faire de longues analyses dont nous tirons la synthèse, mais dans le passé, notre vie entière ne devient qu'une longue analyse où on peut faire la synthèse.
Notre passé serait simplement la synthèse de notre vie actuelle. Reste à savoir si ce passé, ce présent et ce futur existent, et si nous pouvons aller dans ces trois temps. Et c'est la théorie du dédoublement qui vous le montre, et qui permet de justifier ça dans le système solaire. Tout système solaire est bâti pour dédoubler le temps. On a vu que ces ouvertures temporelles dans le futur nous permettaient d'avoir les bonnes intuitions, enfin d'avoir des intuitions, des instincts, mais c'est aussi valable pour toutes nos pensées. Alors ça, c'est encore plus stupéfiant. Ah, nous sommes une machine à penser, et nous sommes une machine à penser parce que nous avons trois temps à notre disposition. Si nous n'avions pas ces trois temps-là, nous ne pourrions pas penser. La pensée n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. La mécanique est telle que nous commençons à penser, nous ne savons même pas que nous avons pensé. Nous avons commencé à penser que déjà, dans une ouverture temporelle, tout le potentiel correspondant est bâti. C'est donc une conséquence d'une pensée complètement inconsciente. Ce futur étant bâti, il y a la possibilité de le synthétiser instantanément, et de ce fait, notre pensée consciente est la conséquence de notre pensée inconsciente, mais qui a déjà été développée dans le futur. Donc nous avons l'impression que ça ne correspond à rien pour nous, que ça nous tombe du ciel, que c'est une pensée nouvelle. Mais toute pensée est la conséquence d'une pensée inconsciente. Et cette pensée inconsciente était elle-même déclenchée par une pensée consciente précédente. Donc nous sommes simplement des actualisateurs d'un futur potentiel. Le problème est de savoir pourquoi on pense cela et pas autre chose. Et ça veut dire aussi qu'en fait, on ne se pose que des questions dont on a déjà la réponse. Oui, c'est l'avantage du passé. C'est que s'il n'y avait que le présent et le futur, on ne vivrait deux fois le futur. On commencerait par le bâtir, ensuite on actualiserait. Le but n'est pas là. Le but est de pouvoir trier nos potentiels avant de les vivre. Et c'est là où le passé joue son rôle. Le passé est capable de connaître le futur tout comme nous. Nous sommes dans une réalité présente, on peut fabriquer un futur. Donc notre passé peut fabriquer notre futur et le futur du futur. J'espère que tout le monde suit ça. Et à ce moment-là, la question est, c'est le passé qui doit la poser, cette question. Nous répondons à la question. Et le futur répond à nos questions qui sont les conséquences d'une première question. Or, la première question, pour nous, n'est pas évidente. Nous n'en avons que la suite. Et comme le futur nous fabrique la suite de nos propres questions, on arrive finalement à avoir des pensées où on ne sait pas si c'est nous qui nous sommes posés la question. On peut dire que quand on ignore la loi, comment ça fonctionne, on répond à des questions qu'on ne s'est pas posées. Et on peut dire qu'en gros, l'humanité actuelle vit comme ça, en cherchant des réponses à des questions qu'elle ne se pose pas, et en cherchant des questions qui n'ont pas de solution. Car nous ne savons pas que nous ne sommes qu'un intermédiaire entre nos questions et nos réponses. Et que nos questions se posent dans le passé, nos réponses se forgent dans le futur, et nous ne sommes qu'un lien entre questions et réponses. Alors si on ne sait pas trier cela, on vit très mal. Déjà, pour procéder par étapes, on peut se dire que notre présent, en fait, que notre vie est la réponse à une question qu'on s'est passée dans le passé. Oui, mais ce passé n'est pas un passé révolu. Parce que, imaginez une chose, je pense quelque chose maintenant, je fabrique immédiatement, en potentiel, dans le futur, une réponse à mes interrogations actuelles. Je les mémorise, mais je ne les vis pas. Par exemple, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est donc un futur mémorisé qui devient du passé. Donc j'ai un passé qui n'est simplement que du futur. Du futur dont je ne veux pas, mais qui est mémorisé. Ce passé et ce futur sont simultanés du temps présent. C'est ça qu'il faut voir, et c'est ça la grande difficulté d'imaginer que nous sommes, comme disaient les Grecs autrefois, qui connaissaient cette loi, on le verra, la triade, que les chrétiens ont repris sous forme de trinité, passé, présent, futur. Car si je veux bien vivre, je dois pouvoir dire j'étais, je suis et je serai, tout cela en même temps. Ce mécanisme
Ça s'appelle de l'anticipation au deuxième degré. Quand vous anticipez quelque chose, vous savez ce que ça signifie. Mais une anticipation inconsciente, vous ne savez pas ce que ça signifie. Dès que vous commencez à penser, comme je l'ai dit, vous ne savez pas ce que vous pensez, que déjà la conséquence est faite. Cette conséquence étant faite, va vous donner d'autres idées. Et ces idées qui vous sont alors conscientes, vous n'avez pas le trait d'union. Il vous manque le trait d'union entre ce qui a déclenché votre pensée consciente. Alors de ce fait, vous ne savez pas trop si vous allez dans le bon sens ou pas. Une autre question, c'est est-ce que ce mécanisme, il est valable pour nous humains? On sait que c'est le cas que les particules sont dédoublées, qu'elles sont dans plusieurs temps. Est-ce que c'est transposable à l'ensemble du vivant, au végétal, à l'humanité? C'est une question très importante, c'est même la plus importante. Si ça ne servait pas pour l'humanité, si ça ne servait pas pour le minéral, le végétal, l'animal, nous-mêmes, ça ne servirait à rien. Vous vous rendez compte que c'est une propriété excessivement importante qui ne nous servirait pas. Ça nous sert dans le quotidien. Alors, si vous voulez voir au niveau scientifique, au niveau des particules, vous savez qu'une particule bouge parce qu'on a inventé une particule virtuelle qui ferait une interaction avec une particule réelle et qui expliquerait le mouvement des particules. C'est-à-dire qu'une particule bouge et elle bouge tout le temps parce qu'il y a une particule virtuelle qui rentre en interaction avec la particule réelle. Voilà une mécanique classique. Alors la théorie du dédoublement va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on peut imaginer que cette particule virtuelle est à son tour une particule réelle dans un temps différent, inobservable. Et cette particule réelle, dans un temps inobservable, aurait à son tour une particule virtuelle qui expliquerait son mouvement. Donc le mouvement de la première particule réelle serait la conséquence de particules virtuelles, puis de particules virtuelles de la particule virtuelle, etc. On aurait un emboîtement de particules virtuelles réelles. Alors la loi démontre que la septième particule est la mémoire de la première. Avec cette accélération foudroyante du temps, l'information de la dernière particule arrive à la première avant même que la première n'ait commencé son mouvement. De ce fait, son mouvement est dû à cette accélération de l'information. Cette accélération de l'information nécessite des vitesses superlumineuses. C'est maintenant un fait acquis au niveau scientifique. La théorie du dédoublement a permis de calculer ces vitesses. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus grande vitesse d'information est de 857 millions de kilomètres par seconde, ce qui dépasse de 3 millions de fois la vitesse de la lumière. Ce n'est pas infini, mais c'est quand même une vitesse superlumineuse qui permet cette hyperincursion. C'est à cause de cette vitesse que vous êtes capable d'avoir des pensées sans même savoir que vous les déclenchez. C'est vous l'anticipateur de vos pensées. Alors, si on prend un peu de recul, si je puis dire, cette division des temps, comment est-ce qu'elle s'organise dans l'univers? Ça veut dire que est-ce que le temps est linéaire, finalement, notre temps, ou est-ce qu'il y a des phénomènes de contraction, d'accélération? Il y a un phénomène de cycle. Il y a un cycle de dédoublement du temps. Ceci correspond d'ailleurs au cycle de précession des équinoxes, qui est de 25 000 ans. Nous avons un système solaire qui permet de dédoubler le temps. Nous avons 6 espaces doubles dans notre système solaire qui divisent le temps 7 fois. Nous avons 7 temps différents dans notre système solaire. Et tous les systèmes stellaires suivent cette loi. Ça ne veut pas dire que tous les systèmes stellaires ont les mêmes planètes, mais tous les systèmes stellaires ont cette loi du dédoublement du temps, avec un commencement du dédoublement des temps, une fin du dédoublement des temps, que les anciens appelaient d'ailleurs la fin des temps, qui n'a rien à voir avec la fin du monde. Ça n'a rien à voir, mais c'est la fin du dédoublement des temps. C'est la fin d'un cycle de 25 000 ans, il y en a une succession comme ça. Ce qui est intéressant à ce sujet-là, c'est de savoir que, généralement, il y a des phénomènes qui s'effectuent à chaque fin de cycle. Et que, par exemple, tous les 75 000 ans, tous les 3 cycles de 25 000 ans, il y a ce qu'on appelle un étranglement, et on note que 99% des espèces disparaissent de la Terre. Alors, la bonne nouvelle, c'est tous les 75 000 ans. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la dernière fois, il y a 75 000 ans. D'accord, donc là, on a beaucoup parlé de démonstration, d'explication au niveau scientifique. On va voir qu'il y a une application quand même pour tout un chacun. C'est ce principe vital qui a été mis en évidence et dont on va parler maintenant. Vous expliquez que toutes les particules sont dédoublées
Et comme vous dites, nous sommes un sac de particules, donc nous sommes aussi dédoublés. C'est ça, oui. Nous sommes un sac de particules, c'est exact. Donc il faut savoir que si nous sommes ce sac, il y a un sac de particules dédoublées. Et l'intérêt du dédoublement, c'est de savoir que nous avons un double. C'est quand même curieux de voir que dans l'Antiquité, que ce soit les Sumériens, les Grecs, les Égyptiens, ce double n'était jamais mis en cause. Il existait, il était même en Égypte, par exemple, ça s'appelait le Ka, en Dorique aussi, ça s'appelait le Ka. C'est le cas de le dire. Et depuis 2000 ans, on n'en parle plus. Pourtant, vous avez deux évangiles, dont l'un vient d'être ressuscité, qui s'appelle l'évangile de Judas. Vous avez aussi l'évangile de Thomas, qui parle du double. Comment se fait-il que nous n'avons plus aucun écrit actuel certifiant l'existence de ce double? Pourtant, toute l'Antiquité ne vivait qu'en fonction de ce double. Car l'Antiquité vivait en allant chercher le futur avant de le vivre. Ce double, il nous sert en fait à explorer les trois temps, en fait. Et comme vous dites, les anciens connaissaient cela. Alors, les Grecs, il y a une anecdote assez amusante au sujet de ce gouverneur qui voulait prendre une ville et qui démontre que c'était utilisé en fait de façon quasi quotidienne. Oui, ça c'était une anecdote sumérienne. Deux villes qui rentrent en guerre parce que l'une veut prendre l'autre. Donc il y a le gouverneur d'une ville qui va trouver le gouverneur de l'autre ville et qui lui dit voilà, je vais venir prendre ta ville. Donc il lui dit oui, tu reviendras, mais je vais d'abord consulter les dieux. Vous imaginez ça de nos jours. Donc il revient quelques temps après. Oui, on a consulté nos dieux, donc tu peux prendre la ville, c'est d'accord. Et l'autre il dit ben non, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux c'est ton blé. Le reste tu peux le garder. Alors il est parti avec le blé. C'était quand même bien de consulter les dieux de façon à ne pas avoir de catastrophe. Pourquoi on consultait dans l'Antiquité le futur? Parce qu'ils connaissaient la loi. La loi s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. On consultait le futur. Une autre illustration, parce que je trouve que c'est très révélateur et que ce n'est pas simplement le pourtour méditerranéen qui connaissait ça. Les aborigènes, par exemple, sans arrêt aussi. Oui, les aborigènes ont une tradition de futur qui est absolument sensationnelle, puisque même de nos jours, ils utilisent encore une espèce de téléphone portable avec l'invisible. Vous avez une histoire authentique assez surprenante d'une femme qui va mourir. Son fils, qui est à des milliers de kilomètres de là, reçoit l'information « Je vais mourir, il faudrait que tu viennes me voir ». Comme ça, par intuition. Et l'enfant répond à sa mère « Oui, mais attends, moi j'ai 10 kilomètres à faire, il faudrait que tu attendes ». Et la femme dit ben, « D'accord ». La mère dit « D'accord, je vais attendre que tu viennes pour mourir ». Ça se passe comme ça. Et il n'y a aucun téléphone. Mais c'est comme s'ils avaient le téléphone. Mais il y a une autre chose qui est plus intéressante, mais là ça ne se fait plus, c'était les combats entre tribus aborigènes. Ils avaient décrété que le premier blessé était dans le camp des vaincus. Donc on commençait à lancer les flèches et tous les objets possibles et imaginables. Dès qu'il y en avait un qui était blessé, le combat s'arrêtait. Le vainqueur était celui qui n'avait pas de blessé, qui n'avait pas eu le premier blessé. Le problème, comme ils en sont venus là, en disant plutôt que de faire la guerre et d'avoir des dizaines ou des centaines de morts, il y a un affrontement, et le premier blessé, la guerre s'arrête, voilà. Déclare le camp des vaincus. Et ils ont été plus loin, puisqu'ils se sont dit pourquoi faire la guerre? Et on n'a qu'à le voir dans le futur qui va gagner. Donc, on interrogeait par le futur, on voyait, tiens, c'est toi qui vas être blessé, donc, c'est toi qui es dans le camp des vaincus. Et tout le monde acceptait ça. Mais pourquoi on acceptait ça? Parce que tout le monde savait que c'était une loi. Et que nous ne sommes que des actualisateurs d'un futur préexistant. Et que ce futur, nous l'avons fabriqué à l'avance. Et nous ne faisons que le vivre. Alors, l'intérêt, c'est peut-être de pouvoir le changer avant de le vivre. Voir le futur avant de le vivre pour le changer s'il ne nous convient pas. Un bon voyant, autrefois, était un voyant qui voyait les dangers